À la une ce soir, les agriculteurs du François sinistrés, les exploitations de Bannes et Cannes sont particulièrement impactées. Le maire, par la voix du sénateur Maurice Santiste, a demandé que soit déclaré l'état de catastrophe naturelle. De plus en plus de saisies de résine de cannabis sur notre territoire. D'une manière plus globale, le taux d'interception de stupéfiants a été en baisse en 2017 par rapport à 2016. En revanche, le nombre de fraudes fiscales constatées est en hausse. Les hôpitaux publics et les cabinets médicaux engorgés, il est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Les professionnels de santé développent des techniques pour améliorer la prise en charge des patients. Enfin, une nouvelle alliance entre les compagnies Air Antilles, l'Aliat et Winair. La collaboration devrait permettre aux voyageurs d'accéder plus facilement à de nouvelles destinations depuis les Antilles. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 2 jours que de fortes pluies se sont abattues sur notre île avec un impact particulier sur la ville du François. En plus des habitants sinistrés, de nombreux agriculteurs déplorent de gros dégâts sur leur exploitation. Les filières bananes et cannes sont lourdement touchées. Voyez ce reportage de Loïc Régis. La rivière, sortie de son lit, a lourdement endommagé le champ de bananes de Louis-Daniel Berthom, président de la Chambre d'agriculture mais aussi exploitant. Aucun bilan n'est définitif, mais il semble déjà important. J'ai 9 hectares de bananes. Je pense que j'ai autour de 15-20% de dégâts importants. Tant au niveau des pertes de pieds qui sont arrachés, et puis des traces des matériels qui sont partis, le matériel d'irrigation notamment. Système d'irrigation détérioré, pieds cassés, c'est l'heure du nettoyage pour certains. Mais d'autres ont pu reprendre l'activité. Chez cet autre exploitant, la production tourne au ralenti. Seulement une vingtaine de cartons chargés jusqu'à midi, contre 80 dans une journée ordinaire. Par rapport au régime qu'on a l'habitude de récolter, en fonction du temps, d'heures, le nombre de régimes qu'on a l'habitude de rentrer en fonction des heures, non, ça n'a pas été fait ce matin. Nous avons beaucoup de pieds arrachés, beaucoup de pieds tombés, cassés. Bon, c'est la nature, on fait avec, mais c'est pas évident. Autre filière impactée, la canne. Elle semble moins touchée, mais les répercussions ne sont pas forcément visuelles. La qualité du produit récolté pourrait être inférieure. Nous nous inquiétons sur la richesse des cannes pour les jours à venir. Si le soleil qui est revenu aujourd'hui persiste, malgré tout, pendant une bonne quinzaine de jours, notre richesse risque de diminuer. Moins de saccharose, donc moins de qualité et forcément moins de revenus. Face à ce bilan qui risque de se révéler assez lourd, le maire du François, Joseph Loza, avec le concours du sénateur Maurice Santiste, a enclenché les démarches pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour sa commune. 800 kilos de stupéfiants saisis en Martinique l'année dernière. C'est l'un des chiffres forts du bilan 2017 présenté par la douane ce matin. La quantité de résine de cannabis est de plus en plus importante, même si l'interception des stupéfiants au sens large est en baisse. En revanche, les fraudes fiscales constatées sont en hausse. Voyez les précisions de Sandrine Claude. Plus de 800 kilos de stupéfiants saisis en Martinique en 2017. C'est moins que 2016, où la douane avait connu une année record avec près de 3 tonnes saisies. Sauf que l'an dernier, les autorités ont constaté pour la première fois une inversion des types de drogues saisies. On a plus de saisies en Martinique de cannabis que de cocaïne, alors que traditionnellement on avait beaucoup de saisies de cocaïne. Et puis l'apparition de fraudes, de découvertes dans des vecteurs un petit peu moins utilisés que précédemment, comme je pense notamment au fret postal ou au fret express. Le fret express et postal, l'un des vecteurs où les saisies ont le plus augmenté. Elles ont même doublé en l'espace de 4 ans. Aussi dans le viseur des douaniers, les capitaux illicites. C'est près de 700 000 € qui ont été découverts. Alors certains ont été, on a pu l'imputer à du blanchiment direct, d'autres à de la fraude. L'ensemble de ces infractions ont fait l'objet d'une dénonciation au parquet, ensuite suivie par les autorités judiciaires. Avec des trafiquants qui ont recours à des modes opérationnels de plus en plus sophistiqués, les gardes-côtes doivent constamment revoir leur plan d'action. Nous avons affaire à des organisations très structurées qui connaissent bien le terrain, qui utilisent les particularités des côtes martiniquaises qui sont extrêmement difficiles à contrôler, qui ont parfois un réseau de personnes destinées à donner l'alerte et à surveiller l'activité au large.
La protection du consommateur fait partie intégrante des missions de la douane. Là aussi, de nombreuses fraudes ont été relevées. Nous faisons des saisies régulières sur des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, des anabolisants, des produits de blanchiment de la peau, des produits phyto qui ne sont pas autorisés et qui arrivent par le vecteur Internet et que nous saisissons très très régulièrement aussi. Aux Antilles-Guyane, en 2017, plus de 2 tonnes de stupéfiants ont été saisies. Des chiffres en constante augmentation depuis 2003. Au chapitre social, cela fait maintenant 16 jours que le réseau de bus Mosaïque est paralysé. La préfecture a réagi aujourd'hui à ce blocage par communiqué en précisant que les services de l'État, la DEAL et la DIECT avaient suppléé à la carence de la CFTU en matière de négociation depuis le 4 avril dernier. Le préfet de Martinique appelle maintenant à, je cite, une reprise rapide du travail parce que les habitants de l'agglomération de Fort-de-France ont le droit à la reprise du service et que l'état des négociations le permet aujourd'hui. Parlons santé maintenant avec ce constat sans appel. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Les services de l'hôpital public sont engorgés et les médecins libéraux sont de moins en moins nombreux. Les cabinets médicaux saturent par répercussion et les praticiens doivent développer des techniques pour améliorer la prise en charge des patients. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Johan Boulard. Des salles d'attente bondées qui ne désemplissent pour ainsi dire jamais. Nous avons tous connu un jour cette situation. Et comme ici, il faut entre 6 mois à 1 an pour obtenir un rendez-vous. Pour cet ophtalmologue, les diagnostics pourraient se faire plus rapidement. Il y a 2 ans, il crée une plateforme médicale, la première du genre en France, pour l'heure seulement dédiée aux patients diabétiques, qui représentent 10% de la population. C'est un projet qui permet de prendre des photos du fond d'œil. Ces photos du fond d'œil sont prises réalisé par un ou une orthoptiste. Donc c'est une partie qui a été transférée, ce qu'on appelle le travail aidé, qui est transféré aux orthoptistes qui prennent les clichés. Et ces clichés sont installés sur une plateforme, qui est une plateforme sécurisée. Très bien. Si tout va bien, nouveau contrôle dans 1 an. S'il y a une pathologie, le patient est informé, le médecin traitant informé, ainsi que l'ophtalmologiste qui va à ce moment-là prendre en charge le patient d'un point de vue thérapeutique. Autre secteur, celui de la dialyse. En Martinique, il y a 2,5 fois plus de patients à traiter que dans l'Hexagone. Ici, au Marin, 14 000 actes sont réalisés chaque année. Mais la prise en charge des patients s'avère de plus en plus compliquée. Les pouvoirs publics pour la sécurité sociale nous amputent chaque année à peu près de 5 € par séance. Le forfait, c'est à peu près 330 €. Hein. Donc à chaque séance, le patient, si vous voulez, paie 330 €. Nous devons nous débrouiller avec ça pour lui assurer une séance de qualité. En comptant les machines, les consommables qui sont à usage unique, en négociant éventuellement avec nos fournisseurs pour qu'ils abaissent les tarifs. Enfin, on se débrouille pour rester dans le forfait. Les 500 médecins libéraux du territoire absorbent une grande partie de la patientèle et génèrent 407 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est 3% du PIB régional. Pourtant, le secteur se désertifie. Il n'y a pas que la population qui est âgée, il y a la population médicale, puisque 55% des généralistes ont plus de 55 ans et 43% des spécialistes ont plus de 55 ans. C'est vraiment très important de faciliter l'installation des médecins encore plus en spécialistes. Donc là, nous avons des zones démographiques faibles avec des incitations financières par les pouvoirs publics pour installer les médecins généralistes, mais il faut aussi s'atteler à rendre attractif la population des spécialistes. La Martinique compte près de 30% de médecins libéraux en moins comparé à l'Hexagone. Aujourd'hui, 5% des soins sont assurés dans le privé chez nous, contre 40% en Guadeloupe. Et notez que l'Union régionale des médecins libéraux organise une table ronde demain soir à 18h30 à l'hôtel Batelière autour du poids économique de la médecine libérale en Martinique. Autre service engorgé, celui des EHPAD de Martinique. Le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées a organisé aujourd'hui une journée de réflexion. L'un des thèmes forts, la mutualisation des moyens, une meilleure organisation des dépenses pour rendre les établissements plus performants. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. La mutualisation se traduit par
effectivement de la matière, donc tout ce qui est produit absorbant, hein, au niveau des EHPAD et au niveau du sanitaire. Ça passe aussi par l'alimentation, au niveau des denrées alimentaires. Ça passe aussi par le personnel, la mutualisation du personnel. On sait qu'actuellement en métropole, il y a des études, des essais qui sont faits sur certains EHPAD pour mutualiser des infirmiers de nuit. On peut mieux faire ici si on décide de le faire ensemble, si nous sommes force de proposition. Nous voulons avancer et aujourd'hui nous avons fixé des dates. Nous avons fixé des dates pour un comité de réflexion, une mise en place concrète avec des résultats début juillet sur la mutualisation dans notre secteur privé du point de vue social, médico-social et sanitaire. Parlons maintenant de cette nouvelle qui pourrait bouleverser les tendances de consommation touristique chez nous. Les compagnies Air Antilles, Laliette et Winair ont annoncé la création d'une nouvelle alliance, une entente qui donnera accès aux voyageurs à plus d'une trentaine de destinations, un billet d'avion unique avec des fréquences inédites. Voyez le détail avec Karine Diamin et Patrick Curie. Désormais, il sera possible de rallier une trentaine de destinations de la Caraïbe au départ de la Guadeloupe, la Martinique, Antigua, Barbade et Saint-Martin. Vous savez, nous sommes dans une région où le transport aérien est très important et il est très difficile de voyager d'une île à une autre pour différentes raisons. Des notions de droit de trafic, des notions historiques où il y a un trafic qui est un peu soit le trafic français, soit le trafic anglophone, etc. Ce qui est aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'aucune compagnie aérienne régionale n'a la possibilité de répondre à l'ensemble des besoins du transport aérien dans la Caraïbe. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que 3 compagnies aériennes, les principales de la zone, mettent en commun leurs moyens pour faciliter le transport aérien des populations de la Caraïbe. Avec cette nouvelle offre de voyage dans la Caraïbe, le flux aéroportuaire devrait considérablement augmenter, une problématique largement anticipée par la direction de l'aéroport Pôle Caraïbe. Nous, au niveau de l'aéroport, nous avons largement contribué à cette problématique en investissant en 2014 sur la gare régionale. C'est un outil qu'on a conçu avec les compagnies, justement pour pouvoir leur donner l'outil de travail pour développer les relations avec la Caraïbe. Et c'est vrai que cette gare régionale a été conçue pour le trafic de correspondance, pour le fonctionnement en hub. Mais c'est vrai qu'il manquait la partie soft, la partie intelligence. Et cette intelligence-là, c'est grâce à cette plateforme informatique développée par CAI et ses partenaires qu'on a enfin la partie intelligence qui va accompagner l'investissement, la partie hard que nous avons réalisé en 2014. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour CAI, mais un grand jour aussi pour l'aéroport, pour pouvoir décoller cette fonction d'hub de Guadeloupe-Pôle Caraïbe de sa gare régionale mis en service en 2014. Caribsky devrait transporter environ 1,5 million de passagers et représente à peu près 50% du trafic régional dans la Caraïbe. Et pour boucler la boucle, la compagnie Corsair conforte son partenariat avec Air Antilles Express pour permettre à ses clients de bénéficier de ce dispositif depuis Paris. Voyez les précisions recueillies par Valérie Vincent. Nous avons un partenariat avec Air Antilles qui permet à nos passagers en provenance de la métropole de desservir l'ensemble des îles, c'est-à-dire Sainte-Lucie, Saint-Barth, Saint-Martin, la Barbade, Saint-Juan, donc l'ensemble des îles des Caraïbes, qui permet donc d'avoir une correspondance parfois dans des temps assez limités. Ce qui fait que par exemple pour un touriste qui veut venir à Sainte-Lucie, la meilleure offre actuellement sur le marché au départ de métropole, c'est Corsair plus Air Antilles. Nous nous positionnons tout d'abord comme une compagnie historique. Nous sommes depuis plus de 35 ans aux Antilles. Nous avons une clientèle fidèle qui apprécie notre qualité de service. Donc nous allons rester pendant encore de nombreuses années avec une offre, comme je vous l'ai dit, très diversifiée, à la fois des tarifs compétitifs pour ceux qui recherchent d'abord le tarif, à la fois une offre de service avec des tarifs abordable pour ceux qui souhaitent avoir du service et de la qualité. Donc nous restons là et je pense qu'avec ce positionnement, plus un réseau qui est en résonance avec l'océan Indien, l'Afrique, avec des correspondances aussi sur l'Europe, avec un partenariat que nous avons signé avec la compagnie Aigle Azur, que nous venons de signer avec la compagnie EasyJet qui permettra d'avoir des correspondances sur toute l'Europe. Tout ça, je pense, ce sont des atouts qui feront que Corsair sera encore pendant longtemps dans le ciel antillais.
Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons d'une action menée par des collégiens et lycéens. Ils ont présenté leur mini-entreprise dans le cadre de la semaine de l'économie sociale et solidaire. Nous reviendrons également sur la veillée culturelle organisée hier soir en hommage à Aimé Césaire. Environ une centaine de Martiniquais avaient répondu à l'appel. Et puis Hubert Bornil vous parlera d'une famille sinistrée au Lamentin suite aux intempéries de ce lundi. La maison familiale menace aujourd'hui de s'effondrer. Mais avant, partons en Guyane avec ce coup de colère de nombreux habitants qui en ont assez des trop nombreuses coupures d'électricité. Soutenue par les élus de Matoury, une plainte a même été portée contre EDF. Voyez ce reportage de Gaël Wassim. 29 coupures d'électricité en 2017, des appareils électroménagers hors de service et le silence assourdissant d'EDF face à ces réclamations ont conduit Georges Fabien à déposer plainte contre la structure. En janvier 2018, j'ai écrit à EDF pour en dire à EDF que si je devais subir des coupures en 2018, je vais déposer plainte auprès du tribunal. Je paye pour avoir le droit à l'électricité, je paye un abonnement, je paye l'acheminement. En retour, le service public, doit assurer sa mission. Donc, comme ce n'est pas le cas, et je considère le fait que le directeur ne répond jamais à mes courriers, c'est un mur enrobé de mépris, voire c'est un je m'en foutisme chronique de la part de ce directeur. Donc, j'ai décidé de réagir pour me faire entendre. Le dépôt de plainte contre l'entreprise, encore rare en Guyane, s'articule en plusieurs étapes qui vont de la rédaction de la doléance à la décision du parquet. À partir du moment où vous portez plainte contre un organisme quelconque, la plainte, il faudra la motiver, c'est une chose. Ensuite, ça tombera entre les mains du procureur de la République, qui décidera si oui ou non votre plainte est valable, si elle est justifiée en droit, et par voie de conséquence, dire les suites qui devront être apportées à cette plainte. Nous devons nous contenir dans un premier temps à la doléance, parce que c'est une véritable doléance que nous faisons, et que nous allons rédiger en bonne et due forme. En ce qui concerne M. Fabien, il y aura toujours possibilité pour nous nous retourner par la suite sur le plan civil, mais actuellement, nous sommes dans un cadre pénal où nous disons qu'il y a une faute de la part d'EDF et on demande la réparation de cette faute. Si les clients lésés peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée, une réponse à plus long terme est réclamée par le plaignant. La plus belle réparation pour moi, ce serait que EDF comprenne qu'il faut mettre en place une politique d'investissement ici qui permette à l'ensemble de la population guyanaise, pas uniquement M. Fabien et moi, à l'ensemble de la population guyanaise de bénéficier véritablement de l'énergie électrique dans des conditions normales. Le dépôt de plainte serait-il la première étape pour faire la lumière sur les défaillances d'EDF en Guyane ? Et cette problématique faisait déjà partie des nombreuses revendications des Guyanais lors de la mobilisation générale de l'année dernière. Aujourd'hui, à quelques jours de l'anniversaire de l'accord de Guyane, les élus ont fait le point avec la ministre des Outre-mer sur les avancées effectives. Voyez ce reportage de Stéphane Alessandrescu. Les 4 parlementaires guyanais et la ministre des Outre-mer se sont retrouvés cet après-midi pour faire un point sur le suivi des accords de Guyane. C'est donc le troisième point que nous faisions. Je l'avais déjà fait ici dans ce ministère, je l'ai fait sur place en Guyane et puis à nouveau ce point aujourd'hui, 1 an après les accords de Guyane à peu près. Et puis à moi, on va dire à peu près avant mon nouveau déplacement en Guyane, puisque j'irai aussi en Guyane au contact de la population avec les élus pour faire un point. Aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est qu'on est véritablement dans l'engagement concret. Et d'ailleurs, les Guyanaises et les Guyanais peuvent suivre cet engagement sur le site internet qui a été ouvert, un site internet Transparence, qui est une première pour le ministère des Outre-mer, avec effectivement la Guyane, et qui va se généraliser d'ailleurs à tous les territoires. Je souhaite qu'il y ait une mise à jour et un dialogue avec les citoyens. Ce qui est toujours très difficile, c'est que les Guyanaises et les Guyanais se rendent compte tout de suite du travail qu'on est en train de faire. Quand on programme X construction d'écoles, de collèges et d'internats,
que nous on dit mise en œuvre, c'est-à-dire que les financements ont été versés, que les actions sont lancées, que les premiers appels d'offres ont eu lieu, il est évident que le changement dans la vie de la Guyanaise ou du Guyanais ou de l'enfant ou des enfants guyanais, c'est bien la journée où ils rentreront à l'école. Et malheureusement, on sait qu'il faut 3 ans, qu'il faut 2 ans si on presse un peu. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Comment on raccourcit tous les délais pour être à la hauteur des attentes des populations, mais que chacun comprenne que ça prend toujours un peu de temps, mais que les moyens sont là et que les engagements de l'État ne faibliront pas. Un message de fermeté reçu positivement par les parlementaires guyanais, même si de fortes inquiétudes et des interrogations demeurent. Et je comprends parfaitement que tout ne puisse pas se réaliser tout de suite. Quand vous décidez de construire un lycée, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut trouver le foncier. Après, on a le financement, il faut lancer le concours d'architecture, etc., etc. Mais au-delà, c'est bien ce que je dis, au-delà de ces crédits qui nous paraissent avoir été fléchés de manière conforme aux demandes qu'avaient formulées les Guyanais, il y a pour moi une nécessité d'agir sur les grandes masses budgétaires, de voir comment les grandes masses budgétaires ont évolué, parce que ce que moi, je crains, c'est que les techniciens de Bercy ne nous fassent un tour de prestidigitation qui consisterait à déplacer des masses budgétaires de certains domaines où on n'a pas été assez vigilant vers les domaines où on a manifesté une forte désapprobation lors des mouvements sociaux. Et pour moi, selon moi, il est indispensable que la Guyane puisse avoir quelques éléments d'éclairage par rapport à cette interrogation-là. De retour en Martinique avec la semaine de l'économie sociale et solidaire qui a démarré depuis lundi. Cet après-midi, des lycéens et collégiens de toute l'île ont organisé un village dans un centre commercial du Lamentin. Leur objectif, présenter leur mini-entreprise et surtout vendre leurs produits. L'occasion pour ces chefs d'entreprise en herbe de s'affirmer et d'assumer leur première grande responsabilité. Voyez ces réactions recueillies par Sandrine Claude. Nous sommes la mini-entreprise Easy Magnet et nous fabriquons des accroches magnétiques. Nous sommes une société anonyme. Ce sont les élèves, c'est nous qui avons monté notre propre mini-entreprise et nous sommes 16 élèves de 4e. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde sur les stands. Du coup, au début, j'étais un peu stressée, mais au fur et à mesure que j'explique aux gens la mini-entreprise, ça va mieux et voilà. Nous avons eu pour idée de créer un label que nous avons nommé BioSauve, qui a pour but de sauvegarder la biodiversité par la vente de plants. Alors chaque plant sera étiqueté BioSauve afin qu'il soit reconnu par le grand public comme étant en voie de disparition. Et ces plants seront vendus sous des plateformes éphémères et permanentes. Ça les aide justement à s'exprimer, à présenter un projet, à aussi se valoriser. Donc c'est tout, comment dire, il y a beaucoup d'avantages pour eux de participer à des salons en public pour présenter leurs projets. Pour ces jeunes, rencontrer le grand public, c'est vraiment les lancer dans le bain. Donc effectivement, ils apprennent à s'exprimer, ils apprennent aussi à aller vers les futurs clients. 120 choristes, le père Eli et Peter Valentovitch sur scène pour le Carmina Burana. C'est programmé ce week-end, vendredi et samedi au Tropicatrium. Et pour en parler, nous recevons le père Eli. Bonsoir à vous. Bonsoir Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous allez proposer du vrai spectacle puisque vous serez accompagné d'un orchestre composé des musiciens de l'Opéra national de Slovaquie qui travailleront de concert avec les chœurs que vous supervisez tout au long de l'année. Alors, dites-nous déjà comment s'organise l'assemblage, si on peut dire, puisque l'orchestre est déjà arrivé en Martinique. Nous sommes déjà en pleine répétition. Lundi, malheureusement, il y a des inondations, alors on n'a pas pu répéter, mais maintenant on répète très sérieusement, soutenu en partenariat par l'Atrium. Il se trouve qu'il y a 60 musiciens de Bratislava, et c'est exceptionnel parce que généralement on a des petits ensembles de 15 ou 20 musiciens, là il y en a 60. C'est un gros challenge, et en même temps, c'est un grand moment musical, Carmina Burana, c'est quelque chose un chef-d'œuvre d'abord, qui est très connu. Il y a un tube que le monde entier chante. Oui. Et je pense que ça plaira au public martiniquais. Alors, cet opéra va nous ressembler, il semblerait, puisqu'il y aura des percussions, c'est ça ? Beaucoup de percussions, beaucoup de rythmes. En fait, Karl Hoff, quand il a composé Carmina Burana, il s'est inspiré de manuscrits du XIIe siècle, des chants sacrés, des chants profanes. Et en même temps, il s'est enrichi de la musique de Grégorien, par exemple, et des grands auteurs musicaux du XVIe, du XVe. Et il a créé autre chose
dans un rythme moderne. Alors c'est là qu'il y a les rythmes, les sonorités, les couleurs. C'est quelque chose qu'il faut voir. Je vous y invite. Merci. Alors ce spectacle, enfin le fait d'organiser un spectacle d'opéra n'est pas une première pour vous. Vous en proposez tous les 2 ans. Comment réagit le public martiniquais? Est-ce que le public martiniquais est sensible à l'opéra? Il y a eu le Requiem de Mozart qui avait lancé les choses. Il y a eu le Messier de Handel. Il y a eu le Requiem de Verdi qui est un temps très fort. Et le public martiniquais répond. C'est qu'il y a un besoin, il y a une attente, et je pense que la culture martiniquaise, elle doit aussi s'épanouir dans la musique classique et dans l'universel. C'est pour ça que Carmina Burana, qui est un hymne au chant choral, permettra aux Martiniquais de s'enrichir quelque peu par le chant choral. Il y a des solistes remarquables. Hein. Oui, alors justement, il y aura 120 choristes qui seront sur scène, qui ont été sélectionnés dans les chorales de plusieurs communes de l'île. Justement, est-ce que les Martiniquais, ils aiment participer aux chorales? Est-ce que c'est difficile de recruter? Vous savez qu'au début, il y a quelques années, il y a plus de 30 ans, il n'y avait qu'une seule chorale, c'était à la cathédrale. Et puis, ça a germé. Nous avons lancé des chorales avec beaucoup de jeunes prêtres. Et puis, les chorales ont semé, ont germé. Il y en a partout maintenant. Il y a beaucoup de chorales en Martinique. Parfois, ce sont des groupes vocaux. Parfois, c'est à 2 voix, 1 voix. Parfois, c'est à 1 voix aussi. Mais il y a de bonnes chorales qui se défendent bien et qui chantent bien dans leur style propre. Et comment s'organisent les sélections? Pour Carmina Burana, alors c'est plutôt un petit peu moi, puisque je suis aussi chef de chœur. Oui. J'aime beaucoup la voix lyrique et la voix technique. Et j'ai contacté plusieurs chorales, dont surtout la fondation qui est avec moi, qui est le chœur de Sainte-Thérèse, avec qui je travaille. Puis il y a d'autres chorales qui se sont affiliées à l'excellente chorale de Sainte-Marie. Oui. Et puis d'autres chorales encore, dont je ne citerai pas les noms, mais ils sont nombreux. Et on est 120, on a été choisi. Et puis il y a un chœur d'enfants. Alors justement, c'était ma question suivante. Il y aura également des enfants. Alors comment ça se passe avec eux? Une quarantaine d'enfants qui vont chanter dans Carmina Burana. Et c'est beau. Les enfants qui chantent bien. Ils sont justement de Fort-de-France, ils sont froyalais, ils sont de Saint-Christophe. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que le spectacle Carmina Burana, un spectacle d'opéra, est programmé ce week-end, donc vendredi et samedi, au Tropique Catrium. Merci. Merci à vous. Culture toujours avec le lauréat du prix Carbet qui est connu. C'est l'haïtien Néhémie Pierre Dahomey qui a remporté le prix littéraire avec son premier roman Rapatrié, un ouvrage qui amène le lecteur à s'interroger sur les questions de l'exil et du déracinement. Yvan Lemar a pu recueillir la première réaction de l'auteur. Regardez. Ça fait toujours plaisir, une distinction de lycéen. Je n'ai pas écrit le livre à l'attention d'un jeune public. Et par conséquent, je ne m'attendais pas à bénéficier autant d'attention de leur part. Donc ça me fait plaisir, je suis très content, mais surtout de savoir que ces jeunes ont lu ces 6 livres et ont posé leur choix après lecture de tous les livres, ça ravit aussi le lecteur que je suis. C'est une nouvelle reconnaissance aussi? Oui, on va dire que c'est une reconnaissance pour l'avenir, parce qu'on sait qu'un lectorat se constitue et que ce lectorat caribéen est là pour les livres à venir. Et dans ce lectorat vont naître aussi, je l'espère, d'autres auteurs. Retour maintenant sur la veillée culturelle qui était organisée hier soir pour les 10 ans de la disparition d'Aimé Césaire. Un rendez-vous à l'initiative du PPM, de la ville de Fort-de-France et de l'Institut Aimé Césaire. Chants, contes, hommages et témoignages ont rythmé la manifestation. Environ une centaine de Martiniquais avaient fait le déplacement. Voyez cette ambiance captée par Alizé Lutran, Guy Raphaël René et Johan Boulard. Il a été, il est, il restera, il sera toujours, pas seulement pour les Martiniquais, mais pour le monde entier. Il nous manque, mais je pense que la relève est là. Il nous appartient de travailler avec nous-mêmes et puis d'avancer. Il a laissé suffisamment d'écrits, il a laissé son exemple, non seulement en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant comme politique engagé. Il a fait beaucoup de choses pour nous et que c'est pour ça que je suis là maintenant.
C'est le chantre de la négritude, c'est notre ancêtre, plus que c'est l'homme le plus important. Nous sommes de ceux qui disons non à l'ombre. Et l'ombre nous guette en ce moment, dans ce pays-là. Mais nous sommes des porteurs de lumière ce soir. Il est important de pouvoir s'approprier, de comprendre, de vulgariser les textes d'Aimé Césaire qui représentent une référence mondiale et surtout martiniquaise en termes d'émancipation de l'homme avec un H, en termes d'éveil de conscience, en termes de connaissance et de savoir et en termes de vision à la fois culturelle et politique. C'est un travail de transmission, c'est un travail de conservation du patrimoine, c'est un travail de perspective et d'évolution vers l'avenir et donc de formation aussi de notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'au niveau du Parti progressiste martiniquais, on a développé l'école de la formation, de la transmission et de la mémoire, parce qu'il faut conserver le patrimoine, le protéger, mais il faut aussi le transmettre aux générations futures. Mettez tambour, mettez la qualité. Moi dis maman, moi t'as monté, soya. C'est pas moi t'as mené. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Diamant, où les sargasses sont arrivés en masse. Vous le voyez, une invasion spectaculaire qui en a surpris plus d'un. Les professionnels du tourisme craignent déjà pour leur activité. Direction le Lamentin maintenant, au quartier Roche-Carré plus précisément. Les intempéries de ce lundi ont provoqué de nombreux éboulements et certaines habitations sont menacées. C'est le cas de la maison de la famille Valade qui risque de s'effondrer. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Sur place, on peut comprendre l'état d'esprit de la famille Valide. Il suffit de voir un peu les conséquences de ces fortes pluies, toute cette terre qui est partie sous la maison. Regardez bien votre kawaii, hein, Kaila même carité en anti-bout. Et puis c'est toute terre qui dégringolait. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que cette famille se sent réellement en danger. Les nuits à venir s'annoncent difficiles pour les occupants de cette maison située sur les hauteurs de Roche-Carré. Depuis les dernières pluies, Madame Valide, son fils et l'une de ses sœurs handicapées ont vraiment de quoi se sentir en insécurité. Mon fils me dit, maman, mais derrière là. Désolée, je suis revenue à l'antenne plus tôt que prévu. Eh bien, nous passons tout de suite à l'information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire don de sang demain. Notez que 2 collectes seront organisées, une de 8h à 13h sur le parking du centre hospitalier du Carbet et une de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Génipa à Ducos. Et puis un camion, et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Alors désolé, nous n'avons pas pu vous diffuser l'intégralité du sujet, nous y reviendrons prochainement et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. À tout de suite.